le périmètre sur lequel nous allons aujourd'hui vous faire cette présentation est le suivant. Et ça, c'est un moment important du webinaire, de sorte qu'on partage bien le même objectif et en particulier de savoir sur quelle thématique nous sommes. Vous avez d'un côté des enquêtes internes et de l'autre côté des enquêtes externes. Je vous rappelle, notre métier, c'est de faire des enquêtes digitales à base d'emails en particulier. Eh bien, les enquêtes internes, on ne les traite pas aujourd'hui. Il y a eu un précédent webinaire, sur ce sujet-là, que vous pouvez d'ailleurs consulter en ligne à l'envi, puisqu'il est en mode replay sur les plateformes de web.ikeo. Vous trouverez ça très facilement. Les enquêtes externes, cette fois-ci, c'est la satisfaction des clients B2C qui peut être concerné par ça. C'est des études de satisfaction en B2B, en service client, des améliorations de site web, bref, tout ce qui cherche à étudier quelque chose auprès de ses clients, je le résume de cette manière-là, auprès de ses prospects, auprès de ses fournisseurs. Dès lors que vous allez avoir des enquêtes tournées vers l'extérieur de votre entreprise, ça tient sur ce webinaire, ce que nous faisons. Alors, on va partir d'un tout petit peu plus loin pour essayer de se mettre d'accord sur un certain nombre de points de vocabulaire. Par exemple, sur les objectifs du RGPD. Bien entendu, on peut être catastrophiste et avoir un discours qui consiste à dire que c'est encore un règlement. Mais pour une fois, me semble-t-il, et c'est mon avis, pardonnez-moi de vous l'exposer aussi clairement, mais je suis un peu tenu par le temps, eh bien, au final, vous avez quelque chose là qui va réellement correspondre au fait de protéger les personnes, de ne pas les sursolliciter, de ne pas être vendues, d'où l'image, la petite vidéo que vous avez sur votre droite, parce qu'en définitive, c'est tout ce que nous souhaitons les uns et les autres. Ne pas être sursollicité, ne pas être envahi par des coups de téléphone intempestifs, ne pas recevoir des dizaines, voire des centaines de mails non désirés et avec des attitudes qui confinent parfois à une forme d'agression. Donc, l'objectif du RGPD, c'est bien de protéger les choses. J'en profite pour citer ce que je crois être la réalité. Nous sommes là dans un environnement un peu dans un jeu civilisationnel où deux vues s'affrontent. D'un côté, les États-Unis, avec des lois extrêmement permissives sur le sujet qui disent « la donnée appartient à celui qui la collecte ». Vous avez vu la quantité de scandales qu'il y a eu ces derniers temps autour des données. Vous avez vu que même quand on s'appelait Facebook, et même si c'était aux États-Unis, on pouvait se retrouver finalement confronté à faire des interviews devant des assemblées de parlementaires ou au Sénat américain, pour ne pas le nommer. Et on voit bien que Yahoo, par exemple, vient de recevoir, a eu 3 milliards de comptes piratés, donc les problèmes ne sont pas anodins. Plus personne ne peut les nier, plus personne n'en est à croire qu'il n'y a pas des choses à faire en matière de sécurité. Pour autant, là, ça va plus loin. Les États-Unis disent donc la donnée appartient à ceux qui les collectent. L'Europe répond la donnée appartient à celui qui vous la confie. Donc ça va entraîner toute une philosophie derrière que je m'empresse de vous présenter rapidement. Alors, sur ce webinaire, je vais essayer de situer les choses que vous avez à faire avant, mais maintenant on est déjà après le 25, donc ça marche presque plus, cette histoire que j'avais proposée il y a quelque temps. Ce que vous avez à faire pendant et ce que vous aurez à faire après. Et enfin, on terminera sur une séance de questions-réponses. Alors, Johan nous précise que personne ne peut croire que les sociétés américaines ne revendent pas nos données. Je crois que Johan, qui va commenter ça lui-même, nous dira, mais je crois qu'il fait surtout allusion où, quand c'est gratuit, le produit, c'est vous. C'est documenté de partout. Vous trouverez sur le web de tonnes des vidéos et absolument très bien faites qui expliquent cette mécanique du soi-disant gratuit. Alors, je ne vais pas répondre aux questions, je me concentre sur ma présentation, je reviendrai à ça. À Dominique, je résiste pas. En France, on les loue, est-ce mieux? Aux États-Unis aussi, on les loue ou on les achète. La vente est une forme, la location est une forme de vente. Donc non, on peut avoir des données. Le tout, c'est d'avoir l'autorisation, mais j'y arrive. Alors, premier point sur lequel vous devez avoir les idées très claires, c'est le DPO.
En français, c'est pas joli, je préfère DPO, sinon ça fait, et c'est absolument certain, c'est DPD. Vous avouerez que c'est quand même pas très heureux. DPO pour Data Protection Officer. Et donc ce que j'ai à dire de ce DPO, qui est quelque chose, enfin qui est une personne à nommer, c'est il a des allures de mouton à 5 pattes. En effet. Même si, et il faut se mettre d'accord avec ça là-dessus, le RGPD ne concerne pas que les données numériques. Il concerne essentiellement les données numériques, mais il concerne surtout il concerne les données personnelles. J'y reviendrai d'ici quelques secondes. Pourquoi mouton à 5 pattes? Parce qu'il va vous falloir soit avoir, vous avez déjà un correspondant informatique et liberté, qui peut être cette personne-là, très souvent, mais il va vous falloir trouver quelqu'un qui sait de quoi il parle en matière de nouvelles technologies, et qui sait également de quoi il parle en matière juridique, ou au moins qui est à l'aise dans cet environnement-là. C'est pas un profil très simple, et ce qui remonte massivement sur les gens avec qui je travaille là-dessus et avec qui j'échange, c'est que c'est pas simple pour un certain nombre d'entreprises de trouver le bon profil. Donc attendez-vous à ça. Le DPO, c'est quelqu'un que vous devez absolument avoir si vous avez plus de 250 salariés. Évidemment, il y a un autre si, et avec des si, vous savez qu'on fait parfois beaucoup de choses. Si vous avez une activité qui consiste à manipuler souvent des données en grande quantité, eh bien, il vous faudra aussi avoir un DPO, en particulier, pas en particulier, du fait, dès qu'il y a des données personnelles, et encore plus s'il y a des données sensibles. Et en cela, je pense à notre ami tout à l'heure qui est dans un cabinet dentaire, qui se devra probablement de faire un peu de choses sur les données personnelles qu'il gère. Je vous laisse répondre aux questions, sinon je vais m'y perdre. Alors, c'est quoi une enquête externe? J'en ai rapidement dit un peu plus. À travers le document, vous pourrez aller voir les détails, mais une enquête externe, c'est pas compliqué. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous mobilisez un fichier de client, un fichier de prospect, un fichier de fournisseur, vous le tournez vers l'extérieur et il y a dedans un certain nombre d'informations. Ce sera le slide suivant, je crois, pour vous présenter ça. Mais c'est dès lors que l'on fait une enquête où on cherche à collecter un certain nombre d'informations auprès de ces gens-là. C'est une enquête externe. J'en arrive à vous faire la différence au cas où ça ne serait pas clair pour tout le monde. Et c'est la donnée personnelle. Alors, que dit la loi? La loi dit une donnée personnelle est une donnée personnelle, ce qui permet d'identifier un individu directement ou indirectement. Nom, prénom, on identifie directement. Numéro de téléphone, il peut y avoir un rapprochement à faire, mais on identifie facilement. Carte grise, carte vitale, même chose. Tout ça sont des données personnelles. Je vous affiche cette petite roue qui vous montre un peu l'organisation globale que vous pouvez faire. Vous avez des données qui peuvent avoir avec aussi bien la communication, la finance que l'identité des gens. Donc tout ça sont des données quand même personnelles. Donc je vous les ai affichées ici, vous les aurez, c'est une mini-organisation de ce que sont les données personnelles. Il y a autre chose. Vous avez une deuxième notion à bien comprendre qui devra retenir votre attention à vous lorsque vous mettez des enquêtes en place, c'est dès lors que vous allez traiter de données sensibles. Ces données sensibles, c'est extrêmement important dans ce cas-là de renforcer encore davantage. C'est ça l'esprit du RGPD. Je traite de la donnée personnelle, je m'organise pour que la donnée personnelle reste personnelle et ne soit pas ni volée, ni distribuée, ni revendue, et je m'organise pour qu'elle soit sous la maîtrise de celui qui vous l'a confiée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va voir quelle organisation ça prend. Bien entendu, les données sensibles, on trouve facilement ce que c'est tout ce qui va relever de l'idéologie. Vos croyances en matière de religion, en matière XY, syndicale, etc., tout ça va devoir être classé très sérieusement et seront considérés comme des données sensibles. Dans notre histoire, il y a eu parfois des comportements sur certaines religions, et je ne rentrerai pas dans les détails bien volontairement. Eh bien, certains pensent que si
on avait été à l'époque numérique, c'eût été encore bien plus dramatique. Or, on sait bien que l'histoire est parsemée de choses extrêmement graves là-dessus. Alors, le numéro de sécurité sociale est une donnée personnelle parce qu'elle permet d'identifier indirectement la personne. Je réponds rapidement à deux, trois choses. Une personne comme handicapée, donnée sensible, oui, parce que c'est une donnée de santé, enfin je crois, là je vous ne pas être un spécialiste de ça, mais probablement que vous devez être encore plus vigilant dès lors que le fait d'avoir cette information-là permet d'identifier un individu et au titre de sa différence, de son opinion, de le stigmatiser d'une manière ou d'une autre. C'est là que veut nous emmener le RGPD et la communauté européenne, c'est de dire que si la vie vous a desservi avec un handicap ou des ennuis de santé, eh bien il faut que vous soyez protégé pour que un certain nombre de gens de notre écosystème n'en profitent pas abusivement. Tiens, je ne veux stigmatiser moi de mon côté personne, mais on comprend bien que si on a des informations d'un certain type sur les gens qui n'ont pas souhaité porter en public, ça peut leur nuire sur leur employabilité par exemple, ou sur les assurances qu'ils pourraient choisir, ou sur les prêts qu'on leur accorderait, etc., etc. Je vous laisse vous faire vos propres exemples. Sauf, nous dit Thierry, si vous avez voulu la confier, il n'y a pas de problème là-dessus. Qu'est-ce qu'un traitement de données personnelles? Alors, un traitement de données personnelles, on pourrait tenter de dire que c'est dès lors que je stocke, je trie, je profile, je collecte, je conserve la modification, j'extrais, je fais un certain nombre de choses qui ont tout à voir avec une notion d'informatique, de numérisation, de digitalisation. Eh bien, pas complètement. Lorsque vous aurez un fichier du personnel, par exemple, c'est pas très orienté enquête externe, eh bien, chers amis RGPDistes, vous aurez à porter beaucoup de vigilance pour les stocker de manière extrêmement sécurisée. C'est fini le moment où on laisse traîner négligemment sur un serveur des informations sur des collaborateurs, des entretiens, des évaluations diverses et variées, annuelles, professionnelles. C'est fini l'époque où on laisse des contrats de travail traîner sur des machines perso ou sur un coin de bureau. Tout ça doit être traité pour ce que c'est. Ce sont des données personnelles. Vous devez donc amener et mettre au point une organisation qui vous permet, lors de traitement des données, de les protéger du mieux possible. Laisser sur un serveur, je prends une question au passage, oui, ça veut dire que le niveau de serveur doit être d'un certain niveau, protégé par mot de passe, mais accessible par les personnes qui sont mandatées à travers leur métier pour avoir accès à ces données, pour pouvoir les traiter, les extraire, les lire et faire autre chose. Donc c'est extrêmement important de considérer ces choses-là. Alors, je vous demande un peu d'attention supplémentaire pour que nous soyons bien d'accord sur la différence entre responsable de traitement ou sous-traitant. D'après vous, vous qui êtes client, qui j'imagine utilisez des logiciels abrités, pas abrités, etc., d'après vous, vous êtes quoi? Responsable de traitement ou sous-traitant ou autre chose encore? Oui, Alexandre, il y a des différences notables entre le modèle B2B et B2C, en clair en B2B, mais ça fait partie des points sur lesquels les éclairages doivent se préciser. Il y a encore des zones d'ombre pour savoir, notamment dans la logique du consentement, ce que l'on a exactement à faire ou pas. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Je vais devoir avancer. Donc le responsable du traitement, c'est d'abord celui, si on doit faire simple, qui est le boss. C'est celui qui dit « je traite des données », qui dit pourquoi il les traite, qui dit combien de temps je conserve les données que je récupère, qui détermine, comme c'est écrit, la nature et la finalité du traitement. En gros, c'est celui qui dit où sont les données, qu'est-ce que je vais en faire quand je les aurai collectées, quand j'en aurai collecté d'autres, qu'est-ce que je veux comme finalité de ces traitements? À qui je vais délivrer cette finalité? Vers qui ça va aller? Tout ça est de la responsabilité du traitement. Donc en clair, c'est de la vôtre lorsque vous faites une enquête en externe. Je vais un peu plus vite pour dire que vous êtes donc responsable du traitement. Sous-traitant, ce que moi j'appelle ST, tout ça, c'est son métier. En gros, vous allez devoir, que lorsque vous êtes sous-traitant, si c'est le cas,
accompagner votre client pour qu'il soit conforme au RGPD. Et là, on est dans une notion de co-responsabilité qui n'existait pas précédemment avant le 25 mai. Donc, ça fait que quelques jours que c'est actif, puisque cette loi est en application directe, hein, je le rappelle. Et qu'en gros, un sous-traitant, ça informe de ce que ça fait s'il a lui-même d'autres sous-traitants ailleurs, ça informe de comment il traite les données, ça prend les mesures de sécurité qui vont bien, ça fournit des prestations, des services, des logiciels qui sont conformes à ce que le RGPD existe. C'est le cas chez Vocasa. Nos logiciels sont RGPD. Notre organisation est RGPD. Nos services sont RGPD. Et c'est pas tout le monde. Et il suffit pas de le dire pour prouver qu'il l'est, mais c'est un autre débat. Là, je suis pas là pour faire ma séance pub. Je suis là uniquement pour vous donner le fruit de notre expérience. En tout cas, vous devez aider le responsable de traitement, le RT, à devenir conforme au RGPD. Et s'il y a des modifications, d'être capable de l'informer. Donc en gros, le responsable du traitement reste le boss absolu, le sous-traitant a des devoirs d'engagement de moyens, en particulier techniques lorsqu'on parle de données numériques, protection, sécurité, on va voir ça tout ça. Donc, par exemple, nous, Vocasa, éditeurs de logiciels, nous sommes sous-traitants. PIA. PIA, c'est un domaine sur lequel je vais passer un petit peu plus vite, mais il faut que vous l'ayez en tête. En gros, lorsque vous allez, vous, imaginer qu'un traitement de données, qu'une enquête externe, puisque là on est orienté enquête externe, peut potentiellement, si quelqu'un récupère les résultats, être dangereux pour l'individu sur lequel vous avez collecté des informations, eh bien vous devrez d'abord faire un PIA. En gros, c'est un traitement, un document qui peut aller de quelques pages à plusieurs dizaines de pages en fonction de sa complexité, de sa criticité, sur lequel vous allez décrire tout ce que vous avez mis en place pour sécuriser les données personnelles, tout ce que vous avez mis en place dans votre organisation, vos process, etc., liés à cette étude particulière, et tout ce que vous allez faire également pour avertir les autorités en cas de piratage, et on va voir ça un petit peu dans les détails. Donc, si votre traitement de la donnée rencontre seulement 2 de ces critères-là, qui sont listés ici, les 9 qui sont là, j'en prends 2 hasards, des données personnelles traitées à grande échelle, des évaluations ou des notations, ou une surveillance systématique. Allez, j'en prends 3. Eh bien, dès lors que vous en aurez 2 dans cette liste de 9, vous devrez faire un PIA. Maintenant, il faut bien voir que ça peut prendre du temps. Oui, pour le Privacy Impact Assessment, mais en gros, c'est une étude de risque qui permet de mesurer, de s'organiser autour des choses. Donc, je vous renvoie. D'ailleurs, à cet égard, je voudrais vous indiquer l'existence d'un document que je recommande à ceux d'entre vous qui seraient en train de commencer leur approche RGPD. Ce document s'appelle le règlement européen se préparer en 6 étapes. Franchement, pour ceux qui veulent démarrer et avoir une vue globale pour savoir par où appréhender les choses, je recommande vraiment ce document-là. Je crois que Johan va vous envoyer directement l'information par le biais d'une URL et vous aurez juste à le télécharger pour ceux que ça intéresse. Donc voilà pour le PIA. Pendant l'enquête, et là je vous propose d'avoir un raisonnement séquentiel où on va dérouler du questionnaire à la suppression des données ce qu'il y a à faire pour être finalement conforme au RGPD. En termes de questionnaire, pendant vous aurez... Hop là, pardon, je suis reparti dans le mauvais sens, pardonnez-moi. Pour le questionnaire, vous aurez à appliquer ces principes extrêmement importants. J'essaie de ne pas utiliser les anglicismes qui vont avec Privacy Asset Management, qui vont avec d'autres termes comme même des PO, etc. J'essaie de les utiliser le moins possible pour rendre le discours un peu plus fluide. J'espère que ça marche. En tout cas, quand vous allez faire votre questionnaire, vous devrez, dans la mesure du possible, appliquer les principes suivants. Minimiser, anonymiser, pseudonymiser. Bref, faire tout ce que vous pouvez en matière d'organisation pour ne pas collecter davantage de données que ce qui s'explique par la finalité de votre traitement. En clair, si vous demandez à quelqu'un son opinion sur telle ou telle chose,
eh bien, vous en profitez pas pour lui demander d'autres informations, que sais-je, sur sa sexualité ou sa religion, alors que vous lui parliez politique. Là, je parle dans un cas B2C, etc. Bien entendu, quand vous êtes avec un client pour une étude de SAT, où vous dites je fais une étude de satisfaction, si vous voulez qu'il s'y retrouve, vous le prévenez, on verra comment, mais vraiment, n'en profitez pas pour collecter d'autres données. Principe de minimisation, je ne collecte que les données dont j'ai finalement réellement besoin pour arriver à mes fins. C'est aussi simple que ça. Bien entendu, dans tout ça, vous aurez à fournir ce qu'on appelle les mentions légales. Vous savez qu'il y a des mentions légales un petit peu partout pour informer votre consommateur. Donc, vous direz à ce consommateur, première chose d'importance, comment je fais pour m'adresser au DPO, à la personne chargée de cette politique RGPD, je ne veux pas faire d'anglicisme, et qui visera finalement à lui fournir un interlocuteur. À cette personne, mais aussi aux autorités de la CNIL. La CNIL ne veut pas passer son temps à savoir qui s'occupe de quoi. Elle veut avoir un interlocuteur. Elle est alertée sur un problème de collecte de données. Elle trouve directement dans l'enquête le nom de la personne, enfin le nom, pas forcément le nom de la personne, mais le moyen de contacter cette personne-là. Ça peut, et c'est le cas chez nous, être une adresse du type en cas de problème, appelez ou écrivez à dpo@vocasa.com. Donc c'est une chose qui est à faire. Vous allez aussi décrire la finalité du questionnaire. Typiquement, vous allez dire c'est une étude de satisfaction client, on veut connaître votre avis. Vous allez dire combien de temps vous gardez les données, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Vous allez dire à qui sont destinées ces données. Vous allez dire globalement comment est sécurisée cette approche. Vous allez informer le sollicité de comment il doit le faire pour exercer ses droits. Et vous allez activer, si possible, des opérations adéquates de chiffrement. Pour faire simple, vous allez avoir tout un environnement logiciel, en particulier quand vous ferez une étude, et c'est ce que nous avons chez nous, qui permet de le faire. Et nous sommes très fiers de vous dire que nous, on travaille depuis 18 mois à vous fournir un logiciel pour ceux d'entre vous qui voudraient faire des enquêtes, qui vous permet de faire exactement tout ça. Vous avez quelque chose, un assistant logiciel qui vous guide pas à pas pour que vous n'oubliez pas telle ou telle mention et qui produit derrière la première page du document que vous devez faire exigé par le RGPD. Donc vous êtes pris en main en permanence pour que vous n'oubliez pas certaines choses et vous avez le contrôle absolu sur tout ça à tout moment. Oui, Sophie, ça peut être précisé dans un mail, mais là on rentre dans des niveaux de détail opérationnels qui seront difficiles à traiter au fur et à mesure. Deuxième aspect, dans ces principes d'anonymisation, là il y a une copie d'écran de notre logiciel qui vous permet de faire tout ça. Alors j'ai mal cliqué, c'était juste ça. Là on parle de l'email, donc vous voyez un exemple d'email en bas, mais c'est volontairement que vous ne pouvez pas lire précisément, c'est pour vous situer, vous dérouler les choses. Donc oui, Sophie, vous pouvez avoir ces informations-là à cet endroit-là sans problème. J'en arrive au fichier de client prospect. On en a déjà un petit peu parlé. Si je dois vous faire les choses simplement, pour vous les imaginer le plus possible, on va dire que ça, c'est une fiche de traitement Vocasa. Donc ça, c'est ce que vous allez faire. Je réalise ma fiche de traitement avec toutes les options que vous voyez là, quand est-ce que ça se fait, la date, si tout va bien, la catégorie de personnes. Bref, vous savez lire, je ne vous relis pas toutes les notions, vous les aurez tout à l'heure. Il y a un certain nombre de critères. Je fais ma fiche de traitement. Cette fiche de traitement, je le mets dans mon registre de traitement des données. Je vous la montre sous la forme d'un classeur. Ça peut bien évidemment être informatisé et nos amis éditeurs s'empresseront de vous proposer des solutions dans les jours et les semaines qui viennent. Oui, je réalise mon questionnaire avec la demande de consentement dans un certain nombre de cas, en particulier si ce sont des prospects. Si vous êtes en B2B et que ce sont déjà vos clients, par exemple, vous n'avez pas à leur demander de consentement, et ça, c'est pas nouveau, ça date de l'article de 1978, si je ne m'abuse, qui prévoyait que c'est vu dans ce cas-là, quand ce sont vos clients que vous informez à coup de newsletter ou d'autres choses, d'un certain nombre de choses. Mais on en est, cette validation du traitement, ou cette gestion du consentement, il y a aussi un certain nombre de logiciels qui arrivent sur le marché qui vont vous aider à faire tout ça. Mais cette gestion du consentement vise à éviter que vos clients soient sursollicités. Mais évidemment,
Pour obtenir un consentement, vous noterez le paradoxe qui n'est pas des moindres, c'est qu'il va bien falloir à un moment ou à l'autre que vous soyez en contact avec le client sans qu'il connaisse même peut-être votre existence. Donc, vous allez devoir le contacter pour obtenir l'autorisation de tout ça. On n'a pas besoin de demander le consentement de nos clients quand on est en B2B. Donc ça, c'est ce qui semble être le plus valide. Et quand ce sont vraiment vos clients, attention à la notion de prospect. Si ce sont vos prospects, vous devez demander le consentement. Ce que tout le métier est en train de faire progressivement, y compris le B2B, c'est de revisiter ces bases de données pour les organiser avec cette gestion du consentement, parce que la gestion du consentement, c'est aussi faire en sorte que ceux que vous aviez avant vous expriment s'ils veulent bien continuer de recevoir votre newsletter, etc. Il faudra bien un point zéro. Je ne peux pas tout rentrer dans tous les détails. Donc, je réalise ma fiche de traitement, j'ai cartographié mon traitement de stockage de données, je fais valider par mon DPO que tout va bien, donc le DPO est là aussi pour valider ça. Le rôle du DPO, je ne l'ai pas assez dit tout à l'heure, c'est à la fois de servir de contact à une personne extérieure qui veut faire exercer ses droits à la personne, comme supprimer ses données par exemple, mais à la fois aussi être le contact pour les autorités de la CNIL qui voudraient venir auditer votre système. Toute la démarche du RGPD, contrairement à auparavant, représente un progrès énorme par rapport à ce que nous faisions précédemment. Précédemment, les entreprises étaient tenues de déclarer. Maintenant, on est dans un principe qui consiste à dire vous vous organisez selon telle et telle logique, vous tenez à jour votre classeur de suivi avec vos procédures, vos audits, vos traitements des données, et moi, CNIL, si je dois venir auditer chez vous, je trouve une organisation qui est organisée d'un point de vue sécurité à la hauteur des besoins, mais qui permet également, et ça c'est tout à fait notable, de contrôler si j'ai une plainte d'une société ou d'une personne, eh bien de regarder ce que vous avez fait en la matière. Donc on a un principe de confiance accordé aux entreprises qui n'ont plus besoin de déclarer les choses, mais qui doivent montrer patte blanche le jour où il y a un souci et qu'on rentre dans leurs locaux pour vérifier, auditer les choses. Alors, et bien entendu, je veille à ce que cette fameuse fiche rejoigne le registre. Sur le stockage des données, on va renforcer, comme il y a eu une question là-dessus tout à l'heure, on va renforcer tout ce qui est authentification, chiffrement et traçabilité dans les logiciels. En clair, on va faire attention à ce que vos éditeurs de logiciels aient bien un niveau d'authentification, c'est-à-dire de gestion des mots de passe, qui soit à la hauteur des recommandations de la CNIL. De mémoire, c'est 12 caractères et un certain nombre de considérations techniques. Je ne rentre pas dans les détails. C'est de chiffrer les données. Chiffrer les données, qu'est-ce que c'est? Vous faites voler les données, mais il faut une clé pour pouvoir accéder aux données. Si vous ne l'avez pas, cette clé, votre vol vous sert à rien. Un petit peu comme si vous voulez un coffre-fort à la banque, plein de ce que vous vouliez voler, mais qu'après vous ne pouvez pas l'ouvrir. Eh bien, c'est le principe du chiffrement. Et enfin, la traçabilité dans vos logiciels, c'est quelque chose qui vous demande de faire en sorte qu'on puisse dire qu'à un moment donné, dans le cadre de nos logiciels, que votre collègue, que votre collaborateur X ou Y est rentré à telle heure, à telle date, à sauvegarder toutes les données du fichier client, par exemple, dans nos applications, et les a mis dans son environnement. Ça peut être problématique ou pas, mais au moins on a cette traçabilité-là. Donc il faut utiliser des logiciels qui proposent ces possibilités. On ne fait plus de copies non sécurisées vite fait dans une feuille Excel que l'on pose ailleurs. Et on respecte bien la liste des destinataires de l'étude. Bref, on respecte les engagements qu'on a pris dans la fiche de traitement. Leur page, je vais un petit peu accélérer. Il y a une obligation forte, c'est d'avoir un stockage France ou Europe. Vérifiez bien. Prenez le temps de regarder au-delà d'une déclaration « nous sommes RGPD compliant » ou « nous sommes RGPD ». Vérifiez. Vérifiez, vous verrez, c'est intéressant. Vous pourrez constater que dans certains cas, il y a une façade, il y a une communication, il y a un environnement juridique, mais c'est du Canada Dry. Ça tout, la couleur, peut-être à peine l'odeur, mais ça n'a pas les effets. Donc vraiment, vous avez quelque chose qui peut être souvent orienté comme ça. Donc je vous encourage à bien vérifier lorsque vous avez en particulier des fournisseurs américains. Rappelez-vous, ils sont d'une culture beaucoup plus libérale sur nous et se retourner n'est pas forcément aussi simple. Un élément clé
vous faites malheureusement voler des données, ça peut tout le temps arriver, on sait bien qu'il n'y a qu'à voir comment les plus grands de ce monde qui disposent de centaines de milliers de développeurs et parfois de milliards d'euros de cash d'avance arrivent à se faire voler des données. Vous imaginez bien que c'est pas si simple. En tout cas, c'est parfois de la négligence. C'est vrai, on a eu parfois des surprises de constater comment ces grands très riches ne faisaient pas ce qui est fait dans des sociétés de notre taille depuis déjà parfois très longtemps. Bref, vous avez, lors d'une violation de données, 72 heures pour prévenir la CNIL de ce qui s'est passé. Et enfin, soyez particulièrement vigilants à ce que vos sous-traitants aient bien respecté les clauses. Donc, dans le cas de Vocasa, par exemple, ça veut dire qu'on fait très attention à ce que les données soient hébergées en France. Ça veut dire que notre hébergeur est lui-même RGPD. Ça veut dire qu'on sait ce qu'on doit faire en cas de constater entre lui et nous. Et ça veut dire aussi que dans les contrats qui nous unissent, nous, avec nos clients, qui pourrait être vous, eh bien nous savons signer les documents qui vont bien et pour notre part, ça va jusqu'à nos CGV qui ont été modifiés pour pouvoir respecter ce document RGPD. Chez Vocasa, par exemple, on a cherché à aller le plus loin possible là-dessus. Ensuite, un élément clé du RGPD, c'est de gérer les droits à la personne. Les droits à la personne, c'est en gros tout ce que la personne va avoir fait après vous avoir confié ses données. Ça va être tout ce que vous allez devoir mettre en termes d'organisation pour tenir compte de ces demandes. Quelles peuvent être ces demandes? Supprimez-moi de la base de données. Ne m'envoyez plus votre newsletter. J'ai changé de nom, je me suis marié, je passe du prénom X au prénom Y. Je veux partiellement arrêter les choses, un temps, pas un temps, etc. Je veux récupérer mes données et les envoyer chez quelqu'un d'autre. Ça, c'est pour des métiers un peu limités qui ne nous concernent pas. Mais bref, vous devez décrire vos processus d'entreprise qui rejoint votre classeur de suivi du RGPD dans lequel vous allez dire comment vous y prenez lorsque vous avez une demande de quelqu'un qui vous veut exercer son droit de suppression, de modification, de rectification comme je l'ai écrit là, son droit à l'oubli, que vous l'avez documenté et que vous maîtrisez le process. Vous voulez un chiffre? Il y en a un sur combien de temps pour avoir combien de temps maximum entre le moment où quelqu'un vous a écrit, vous avez reçu son document qui vous demande d'exercer ses droits. En gros, la loi considère que vous avez 1 mois pour faire le travail. C'est à la fois beaucoup, n'oubliez, mais c'est pas tant que ça dans certains process d'entreprise. Donc n'oubliez pas là de choisir des partenaires très RGPD, ça vous simplifiera le boulot. Regardez, il y a un certain nombre de logiciels qui arrivent qui vont nous aider à faire ça beaucoup mieux. Et en attendant, n'oubliez pas que vous avez des données qui sont parfois rentrées un petit peu partout dans votre organisation. Eh bien, veillez à bien cartographier ces données-là pour savoir où vous devez les supprimer, sauvegarde compris, parce que souvent c'est quelque chose que l'on oublie. Donc si vous remontez une sauvegarde où vous n'avez pas les choses supprimées, c'est un peu intéressant. Est-ce que les indépendants ont plus de risques d'être contrôlés? Je prends cette question de Yolande au passage, pas spécialement, et je ne sais pas pourquoi ils devraient l'être davantage, mais non, il n'y a pas de stigmatisation d'une catégorie. Certaines, mais ce sont certainement que des mauvaises langues, ont dit le RGPD, ça a d'abord été fait pour faire de grands acteurs qui ne respectaient pas trop les données et qui vivent plutôt aux États-Unis. Bon, chacun son avis là-dessus, mais non, il n'y a pas de risque d'être super stigmatisé, je le crois vraiment. Alors, j'en arrive à la suppression des données. Nous avons fait un choix ici à Vocasa, c'est ce qu'on croit être le plus malin. On applique des suppressions de données à la date prévue, donc dans notre logiciel, il y a quelque chose qui vient vous dire, attention, dans votre environnement, vous avez ces données personnelles que vous avez collectées il y a 36 ans et vous avez pris l'engagement dans votre enquête de pas 36 ans, pardon, 36 mois, que vous avez collectées il y a déjà 32 mois, 34 mois, et donc attention, vous allez bientôt devoir faire une purge de ces données-là. Et on a prévu tout ce qu'il fallait dans notre logiciel pour que vous déclenchiez le traitement de tout ça. Nous, on pense qu'il faut quand même garder la main dans un certain cas et qu'en dernier ressort, il doit y avoir l'intervention d'un humain qui dit vraiment ce qu'il doit faire en la matière et qui prend une décision finale de suppression des données. Ça peut être ou manuel ou automatique, mais on pense qu'il faut mieux que ce soit manuel, le dernier acte qui vient supprimer la donnée.
comme par exemple d'exercer le droit d'une personne. Ça peut avoir parfois des répercussions qui sont étonnantes dans les systèmes d'information, donc tracez bien tout ça. Je l'ai dit tout à l'heure, attention aux sauvegardes. Pour nous, il s'agit de garder la main sur les données. Pensez bien que c'est pas parce que vous supprimez une personne dans une enquête, puisque notre propos était tourné essentiellement autour des enquêtes, que ça vient fausser vos KPI. Parce qu'il y a des principes de pseudonymisation, pardon, j'y arrive jamais très bien ce mot-là, des principes d'anonymisation, des principes de chiffrement des données, comme je vous l'ai montré qu'on pouvait faire tout à l'heure dans notre logiciel. Bref, vous avez des solutions logicielles qui vous accompagnent, en particulier chez nous pour vos enquêtes, et qui vous permettent réellement de contrôler la main sans perte, sans dégâts sur sur la totalité des KPI que vous pourriez avoir fait. Au final, vous verrez, il y a très peu de cas où vous avez l'obligation finalement d'avoir cette fameuse personne nominative. Donc on peut gérer les données personnelles de sorte, et les enquêtes donc, enfin, les données personnelles pour inviter les personnes à répondre et les données collectées, on peut gérer les choses sans perte de valeur du moment qu'on est bien organisé, que les équipes auxquelles vous adressez sont bien formées, côté service, côté organisation, côté système d'information, et à partir de là, vous pouvez réellement faire un travail de qualité. Voilà, donc nous en sommes à 39 minutes. Je vous redonne une vision globale, si vous me le permettez. Vous êtes dans la situation de confier une étude ou d'utiliser un logiciel SaaS. Vous êtes responsable du traitement. La mission, ça va être de vérifier que vos processus en interne et ceux de votre partenaire éventuellement, et que vos logiciels sont réellement RGPD. Je vérifie si mes sous-traitants sont bien RGPD et que mes contrats, conditions générales de vente avec eux, le démontrent. C'est ça les points clés. Je ne vous ai pas tout mis, on a vu beaucoup d'autres choses. Vous utilisez un logiciel dans votre organisation, ma foi, c'est pas compliqué, vous êtes toujours responsable du traitement, toujours tenu de réaliser la fameuse fiche de traitement, toujours tenu d'avoir à jour votre registre de traitement et d'avoir la bénédiction de votre DPO. Vous êtes toujours tenu de faire le travail que l'on a vu ensemble, mais vous vérifiez que vos processus et vos logiciels en interne vous permettent d'appliquer le RGPD. Et encore une fois, en matière d'enquête, c'est le cas des outils Vocasa. Vous avez des outils qui vous prennent par la main et qui sont RGPD, que ce soit au plan de la sécurité d'accès dans ces logiciels, que ce soit au plan du chiffrement des données, que ce soit au plan de l'accompagnement que l'on fait pour vous aider à produire un environnement RGPD. Bref, vous avez tout ce qu'il faut pour être le roi du RGPD. Voilà. Donc ça reprend ce que vous avez à faire et c'est ce que j'ai dit, ce qui n'empêche pas la communication. Alors après, je vous le dis, en termes, j'en ai un petit peu parlé, mais quand vous avez ce genre de personnage qui intervient dans votre système d'information, 72 heures, vous ne posez pas de problème en particulier pour ceux d'entre vous qui auraient un problème. Il y a un formulaire délivré par la CNIL qui vous permet de répertorier les bonnes informations, de les adresser au bon endroit, un formalisme extrêmement précis qui vous permet, sans être trop lourd d'ailleurs, qui vous permet de notifier auprès de la CNIL que vous avez eu un souci sur les données et vous verrez que globalement, vous devez aussi informer les personnes concernées par l'éventuel piratage des données correspondantes. Je ne résiste pas au plaisir de répondre à la question « Est-ce que la SAT d'un client est considérée comme donnée personnelle ?» Oui, absolument, en particulier si elle est associée à un nom et un prénom. Mais c'est une donnée personnelle du fait qu'il y a nom, prénom, email, par exemple. Donc c'est dans le fichier de contact qui a servi à l'interpeller. Si vous avez anonymisé votre questionnaire et que vous ne faites pas de lien entre le nom et la réponse, non, vous n'avez pas de souci là-dessus. C'est aussi bête que ça. Je termine et après j'en arriverai à vos questions. Alors, finalement et plus concrètement, si certains d'entre vous en sont au balbutiement, et il semblerait que ce fut le cas, que c'était le cas lorsque je vous ai demandé. Je vous ai parlé tout à l'heure du classeur ou du registre de traitement. C'est un classeur dans lequel je glisse ma fiche de traitement. Pour le reste, vous pouvez voir ça aussi comme ça. Vous avez un classeur avec 5 rubriques. Enfin, chez nous, il y en a 5 en tout cas.
Vous documentez le suivi que vous avez mis au point sur votre démarche RGPD. Vous formez vos collaborateurs, vous le notifiez, vous organisez votre système d'information, vous le notifiez, vous lancez un plan de développement de vos logiciels, vous le notifiez, vous interviewez vos sous-traitants, voire vos fournisseurs de logiciels, vous le notifiez dans votre suivi de la démarche RGPD, etc., etc. Vous organisez un registre de traitement externe, ça c'est ce qu'on a vu juste aujourd'hui. Donc quand je tourne par exemple des enquêtes vers l'extérieur ou du traitement de données externes, eh bien je le notifie dans ce fameux classeur rouge. Le classeur rouge rejoint cette rubrique. Si j'ai du traitement interne, je fais la même chose pour mes fichiers RH, mes fiches de paie, etc. Je mets dans le quatrième tiroir l'information des personnes. En tout cas, c'est tout ce que je veux mettre comme formulaire au point pour tenir compte des droits à la personne. Donc, je vais documenter tout ça dans ce classeur et je vais le glisser à l'intérieur. Et enfin, les contrats, ne l'oubliez pas. Dans vos CGV, dans vos contrats avec vos partenaires, pensez bien à avoir les bonnes clauses RGPD. C'est là que se situera sûrement une capacité non pas à respecter le RGPD, mais pour un certain nombre de vos clients à vous, à rester sur votre marché parce que vous serez RGPD. Par exemple, dans un métier comme le nôtre, nous ne concevons pas, au-delà des exigences du RGPD, de ne pas l'être. Parce que finalement, et ce sera presque ma conclusion, ce que veulent les clients, c'est moins respecter le RGPD que être sûr que leurs données sont réellement sécurisées au mieux de ce que l'on peut faire. Et c'est peut-être bien le minimum que l'on doit faire, nous, gens du monde des éditions logicielles. En tout cas, c'est très clairement le choix qu'a fait Vocasa d'accompagner ce RGPD. Voilà, j'en arrive aux questions-réponses. Merci à tous. Nous sommes ensemble depuis 45 minutes. J'ai vu qu'il y avait de nombreuses questions. N'hésitez pas à m'interpeller. L'acquisition d'un logiciel RGPD est obligatoire. Un logiciel RGPD, non. En soi, c'est pas une obligation en soi, c'est juste un très fort conseil, en particulier si vous devez faire des enquêtes qui manipulent des données personnelles. Or, dès lors que vous aurez un nom, un prénom, un email, ce sont des données personnelles. Donc c'est quand même mieux d'avoir un outil qui est RGPD. Sinon, vous risquez d'avoir beaucoup de choses à faire à la main, sans assistance et sans niveau de sécurité suffisant. Donc, obligation, moi je pense que oui dans un grand nombre de cas. D'accord, mais voilà. Donc en tout cas, il y a beaucoup à croire. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui penchent en faveur de dire c'est beaucoup mieux d'avoir un logiciel RGPD que pas. De là à dire que c'est une stricte obligation, je pense que ça dépend des données qu'on manipule. Est-ce que la photo rentre dans la sphère RGPD ou reste seulement sur le droit à l'image? Pour moi, ça rentre dans la sphère RGPD. J'ai lu des écrits là-dessus, bien qu'on soit peu concerné. Et qu'il faut garantir que ça ne permette pas des identifications indirectes. Oula, lorsqu'on travaille avec un prestataire utilisant des données personnelles de nos clients, quelle partie est chargée de la rédaction du data agreement? C'est vous, client, qui êtes responsable du traitement. Donc, vous devez vérifier dans vos instructions passées à votre partenaire, à votre fournisseur, qu'il respecte bien le RGPD, mais que vous, en interne, vous le respectez aussi. Alors, les cartes fidélité chez un commerçant, du moment qu'il y a nom, prénom dessus et que ça permet l'identification, c'est données personnelles. Donc, ça tombe sous ce règlement-là. Alors, je contacte mon... désolé, il y a les questions s'étiolent trop vite dans le chat, ce qui fait que j'ai du mal à les lire. Les données personnelles, vous êtes censé les garder, je l'ai exprimé, mais je le redis volontiers. Vous êtes censé les garder le temps qui a à voir avec la finalité du traitement. Si c'est pour avoir une opinion sur une élection politique, je me fais un peu provocateur sur le sujet, eh ben, il y a peu de chances que ce soit intéressant que vous gardiez la donnée personnelle qui a à voir avec la réponse de Monsieur Truc, plus qu'au-delà de l'échéance de l'élection. Si vous faites une étude de satisfaction, on considère en gros que ça peut être de l'ordre de 2-3 ans, en particulier si vous voulez suivre des courbes d'évolution, mais ça peut être plus si vous le justifiez. En tout cas, ça doit être cohérent.
Alors, dans le cadre d'une enquête pour laquelle nous faisons appel à un sous-traitant aux US pour notre part, doit-on aussi afficher ou donner un lien vers la privacy policy de ce sous-traitant? Vous devez bien entendu faire ça, et si les autres US de votre part, c'est à lui de vous prouver qu'il a bien fait ce qu'il fallait en matière de RGPD. Et là, du moment qu'il est aux États-Unis, je vous conseille de vraiment vérifier ses assertions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oups là, ça défile trop vite. Pardonnez-moi, il y a des questions que je n'arrive pas à prendre au passage parce qu'elles s'accumulent, ça s'agglomère dans la. Après, j'essaierai de les retrouver. On peut contacter un client pour lui demander sa satisfaction pour autant qu'on suit les mesures. Oui, c'est ça, pour Beverly. Oui, du moment que vous suivez. Et gardez à l'esprit que quand ça vous devez aussi faire vos investissements en termes de RGPD. Vous devez avoir des actions qui ont à voir avec la cohérence de votre entreprise. Donc ça consiste, comme jeu intellectuel, à s'éloigner d'une première réaction qui est de dire encore un règlement pour considérer qui vous êtes, qu'est-ce que vous allez faire des données et quel niveau de dangerosité vous faites sur les données personnelles. D'accord ? Et donc c'est à mettre en face quelque chose qui est logique. Hein. Donc évidemment, c'est pas forcément sérialisé, mais de manière extrêmement précise, mais ça vous permet réellement, cette approche, de ne pas tomber dans de l'excès où vous surdépenseriez, où vous feriez de la surqualité par rapport au métier qui est le vôtre. Alors, quelles mentions obligatoires sont intégrées dans les enquêtes papier? Les mêmes que dans les enquêtes numériques, il n'y a pas de différence. Donc, vous les aurez dans le document que je vous transmets, mais c'est le nom du DPO, la finalité, la durée, le temps de conservation des données, etc. Ok. Que faire figurer dans les CGV? Alors, grand débat, ça dépend de votre métier, mais nous, ça a été un travail de plusieurs mois. Et dans nos CGV, dans vos CGV, vous allez faire apparaître tout ce qui vous permet que le client établisse bien votre responsabilité et votre positionnement en tant que sous-traitant ou en tant que responsable des traitements. Vous ferez apparaître dans vos CGV, selon nous, en tout cas nous c'est ce qu'on a choisi de faire, tous les éléments qui vous permettent de montrer que vous respectez les RGPD. Du genre, on a un système d'information on a une charte interne qui fait que les salariés sont informés, formés sur le RGPD, savent ce qu'ils ont à faire pour préserver vos données. Le nom et le prénom. Oula. Alors Estelle nous dit dans le cadre d'une enquête, le nom, prénom et le mail pro rentrent-ils dans le RGTB? J'imagine, enfin on parle du RGPD, mais ça c'est pas grave. Oui, ça rentre dans vous devez vous organiser pour protéger les données. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, que vous soyez B2B ou B2C, vous devez vous organiser pour protéger les données personnelles de manière absolument certaine. Ce qui diffère un peu, c'est l'obtention du consentement. Alors, oula, il y a des choses qui sautent. Si je propose une solution à un client en étant associé à un partenaire éditeur logiciel, est-ce à moi, Presta de rang 1, ou à l'éditeur de logiciel rang E, d'adapter ces CGV? Les deux doivent le faire. Vous devez dire ce que vous... Parce que de toute façon, même si vous utilisez un éditeur de logiciel, comme nous par exemple, il doit être RGPDisé, c'est-à-dire répondre à des normes de sécurité exigées par le RGPD, tel que je l'ai décrit. Vous proposez un logiciel qui a des niveaux de gestion de ces mots de passe suffisamment sécurisés, etc. Je vais pas redire tout, mais vous devez, vérifier que vos prestations soient également RGPD. Par exemple, que vous n'imprimez pas un certain nombre de choses que vous stockez sur votre bureau en vue de tous et qui soient facilement volables. Notamment, enfin, quand il y a des données personnelles. J'étais bien attentive, mais j'ai déconnecté. Si on met les informations du RGPD dans les mentions légales, il faut aussi les mettre dans les CGV. Non, pas tout à fait. Les mentions, enfin, il y a des cas de figure où ça peut être le cas, notamment pour les éditeurs de sites internet, mais en gros, le fait de faire rentrer dans ces CGV ce qui permet de dire à vos clients que vous avez fait le travail et que vous engagez sur le fait d'être conforme RGPD, c'est bien. Après, ça dépend un peu du métier. Possible d'avoir le doc. Vous aurez les docs des 5 ou 6 règles appliquées relatives au PIA. Oui, vous aurez ça. C'est documenté dans le slide correspondant.
Les données personnelles dans le cadre des comptables, à mon avis, ça tient compte, mais je pense que si vous avez sécurisé les données, parce que ça vient se percuter, j'imagine que vous parlez par exemple de l'obligation légale de conserver les bilans 10 ans. Je crois que c'est ça. Eh bien, dans ce cas-là, comment pouvez-vous les conserver si vous devez faire disparaître la donnée personnelle qui serait dedans? Je vous rappelle que dans ce cas-là, la donnée personnelle, elle n'est pas forcément très nombreuse, hein. On parle de traitements importants. On parle surtout des fichiers clients en dizaines, centaines, milliers de personnes. Le rapport entre gestion de la RGPD et la propriété intellectuelle. Là, Landry, vous me larguez, je ne vois pas ce à quoi ça fait allusion. Est-ce qu'il y a un lien entre la propriété intellectuelle et le RGPD? Je ne vois pas. Désolé, j'ai beau y réfléchir, mais là, je ne vois pas. Sécuriser les données, on en a beaucoup parlé pendant le webinaire, mais je redis en 2 mots, il s'agit d'avoir des mots de passe suffisamment fiables pour accéder aux logiciels qui vous permettent de traiter les données. Il s'agit d'avoir des espaces de stockage en Europe et sécurisés, qui ne soient pas ouverts à tous les vents. Il s'agit d'avoir un chiffrement des données personnelles de sorte que même si on vous vole les données, elles seront inexploitables. Il s'agit également parfois de protéger des logiques d'anonymisation, de minimisation et de pseudonymisation. Mais je ne voudrais pas revenir sur tout le webinaire. Les demandes de consentement, c'est pas Vocasa vous aide à mettre ce qu'il faut en place pour obtenir éventuellement le consentement, nous demande Amandine, mais là on est plus sur les fichiers de contact, donc plus sur ce qui doit se passer chez le client qui fournit des contacts. Sophie nous dit encore, que doit-on envoyer aux anciens clients? On reçoit beaucoup de mails qui mentionnent simplement la mention d'un RGPD, mais ne demandent pas vraiment le consentement, oui ou non. Non, un certain nombre d'acteurs, dont nous, vous ont informé d'une manière ou d'une autre qu'ils avaient fait le travail en termes de RGPD. Quand ils l'estiment pas nécessaire, ils vous demandent pas de consentement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si vous êtes déjà client, le fait de vous envoyer newsletter, invitation ou webinaire, potentiellement est perçu par eux comme, est perçu par la loi comme quelque chose qui ne vous oblige pas à réclamer un consentement. Si vous êtes prospect, la règle est de réclamer ce consentement avant de vous envoyer les choses. Et de le faire en plus de manière distinguée selon le dernier document consulté que je vous recommande. Vous voyez que c'est un petit peu épais, le RGPD, mais qui visiblement dit qu'il faut obtenir le consentement de manière distincte. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire « redonnez-moi le consentement, je puisse vous envoyer ce que vous voulez ». Et là, vous envoyez invitation webinaire, newsletter, proposition commerciale, que sais-je. Là, vous êtes censé demander explicitement par typologie d'envoi. Alors, lorsqu'on accepte des cookies, oui, ça revient à un consentement et ça a un lien avec la RGPD, mais c'est plus vieux que la RGPD. Ça encapsule, ça vient directement d'une loi, pardonnez-moi, la date m'échappe, mais je crois que ça doit être aux alentours des années 2000, qui fait que vous avez l'obligation maintenant, quand vous utilisez des cookies, de signaler que c'est le cas, parce qu'effectivement, ça enregistre un certain nombre de données sur vous. Adresse IP, par exemple. Alors, Sophie, oui. Ok, merci Juliette, qu'on achète. Merci Sarah, je vous laisse, ça fait maintenant presque 1 heure qu'on est ensemble, vous êtes encore 179 dans la salle, j'essaie de parcourir les questions posées parce que j'ai un petit peu de mal à, doit-on anonymiser les résultats de l'enquête après une certaine période pour conserver des stades plus longtemps? Doit-on? Ça dépend de la situation, et désolé de faire des réponses un peu normandes, mais oui, vous devez, si ça ne gêne pas la finalité de votre traitement, oui, vous devez, si vous dépassez les 36 mois alors que vous avez indiqué 36 mois, oui, vous devez le faire à la base si vous n'en avez pas besoin. Si c'est pour sortir un KPI, le nom, le prénom, l'email ne vous sert pas. Donc autant faire les choses directement. Mais là, nos consultants sont là pour vous aider à définir ce qu'il doit être fait ou pas. S'il doit rester, est-il obligatoire de demander à un client B2B s'il souhaite rester anonyme à une enquête? Vous devez surtout, un client
Désolé, la réponse m'a échappé. Conservation des données après départ d'un salarié. Alors, c'est pas du tout orienté sur le webinaire du jour, mais il se trouve que je connais la réponse. Conservation des données, tout ce qui peut être anonymisé doit être fait, tout ce qui doit être légal, comme les fiches de paie que vous devez conserver, vous n'avez pas à le faire, puis là on n'est pas dans une notion de volume. Pour le reste, tout ce qui est par exemple évaluation d'un collaborateur, fiche d'entretien, tout ça, vous devez le supprimer au départ du collaborateur. Si vous avez collecté des CV pour faire un recrutement, le recrutement est fait, vous devez supprimer les CV. J'essaie de vous donner des choses au fur et à mesure qu'elles me viennent. Données d'une gestion commerciale et RGPD. Vous devez faire ce qu'il faut dans votre gestion commerciale. Si quelqu'un vous dit « je veux plus que vous m'envoyiez d'emails, etc. » pour le sortir de votre gestion commerciale ou de votre CRM, par exemple. Et sinon, vous devez faire en sorte que les données soient protégées par des vertus logicielles que l'on a déjà vues. Authentification calibrée RGPD, traçabilité pour savoir qui a sauvegardé quoi en cas de problème, et chiffrement de certaines données personnelles.